La Bavière. Des paysages diversifiés et des perspectives insoupçonnées. On y explore les souterrains de l'histoire. On y découvre de nouveaux angles de vue. On y réhabilite les œuvres du passé pour les transmettre à la postérité. Et on y défend passionnément ses convictions. La Bavière, si familière et pourtant insolite. Gerhard Launer est pilote par passion, mais pas seulement. À bord de son avion, il exécute des manœuvres acrobatiques pour prendre des photos à 4000 mètres d'altitude et à 39 millions de pixels. Mon but, c'est de montrer au public des images qu'il n'a pas l'habitude de voir, ou des choses qu'il ne reconnaît pas spontanément, et en y ajoutant, si possible, une dimension artistique. Le photographe a fait aménager un Cessna 172 Rocket. Des réservoirs supplémentaires dans les ailes prolongent son autonomie de vol jusqu'à 9h30. Ici la tour de contrôle. Aucun trafic annoncé pour le moment. De 9 à Oscar Romeo, merci. Parfois on me dit, tu fais des photos géniales, surtout que c'est toi qui pilotes. Mais je ne le prends pas comme un compliment, au contraire, car soit ma photo est bonne, soit elle est mauvaise, et le fait que je sois aux commandes de l'avion ne change rien à la qualité. Piloter n'est que le moyen que j'utilise pour faire de la photographie. Depuis ses études de graphiste, Gerhard Launer sillonne l'Allemagne à bord de son Cessna pour la photographier du ciel. Cela fait 40 ans que je pilote cet avion. C'est devenu un automatisme et je le fais sans y penser. Comme je ne peux pas déplacer l'appareil photo, je dois amener l'avion dans la position adéquate. Je tiens le manche de la main gauche, j'appuie sur le palonnier avec le pied gauche. Je manipule l'appareil photo, le portable, etc. de la main droite. Je me sers de carte pour m'orienter, afin de pouvoir identifier le moindre hameau. Et mon cerveau est mobilisé à 100% par la photo. Il a déjà archivé plus de 300 000 photos aériennes de villes et de paysages. Mais il y a toujours quelque chose à découvrir. Des structures cachées qu'on ne distingue que du ciel. Sur les bancs de calcaire coquillé du Stettnerstein se trouve l'un des plus anciens vignobles de Franconie. Arrête! Vas-y, avance! Il y a un turbo là-dedans. Va moins vite. Super. Parfait. Avec deux amis, le vigneron Ludwig Knoll élève un vin unique à partir de très vieux pieds de sylvaner. Dans ces vignes, la pente à 80% interdit l'usage des engins habituels. C'est très physique, mais ce n'est pas gênant, au contraire. C'est une source d'inspiration, un équilibre, et surtout une formidable motivation pour faire un vin exceptionnel. Donne un peu de mou. C'est comment, Joe? Recule, encore. Chaque goutte de sueur va irriguer le sang de la vigne et lui conférer ses propriétés particulières. Le nom du vin est tout un programme.
Hoch 3, c'est-à-dire puissance 3. 3 comme 3 amis, Stéphane, Joe et moi. Nous avons fait le pari de régénérer ces vignes laissées à l'abandon pour produire un grand vin. C'est notre niveau d'exigence à la puissance 3. Arrête! Arrête! La famille est toujours présente lorsque les 3 amis se réunissent. Magnifique, bravo! En 1990, Ludwig Knoll a repris l'exploitation familiale, soit 25 hectares de coteaux autour de Würzburg, et s'est converti à l'agriculture biologique. Il représente la 5e génération. Vincenz, son fils, lui donne un coup de main. Regarde, c'est de la pile au sel, un désherbant naturel. Je veux pas voir ton œil de monstre, papa. Allez, cache-le. Tu vas voir si j'ai un œil de monstre. Pour les enfants, je suis leur papa. Et je le resterai même si j'étais difforme. Ludwig Knoll a eu cet accident à l'adolescence. En nettoyant des fûts, il s'est brûlé un œil avec de l'acide sulfurique et a dû faire un long séjour en soins intensifs. Une fois, j'ai pu m'échapper de l'hôpital pour rentrer à la maison. J'ai voulu goûter le vin qui était prêt pour la mise en bouteille. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce vin? Il n'a plus aucun goût. Je m'étais aussi brûlé les papilles gustatives. Heureusement, elles se sont régénérées totalement. Avoir perdu un œil, c'est déjà assez embêtant. Mais le goût, pour un viticulteur, un épicurien, c'est fondamental. Ludwig Knoll a 18 ans lorsque son père tombe malade. Il doit reprendre les rênes de l'entreprise. Il modernise l'exploitation et prend des décisions originales. En témoigne par exemple l'architecture épurée des chais. Mais il a également innové dans la cuverie. À côté des fûts en chêne, un objet insolite, un œuf en béton. Le béton absorbe l'oxygène comme le bois, mais n'apporte pas d'arôme. Un procédé de vinification inédit, censé renforcer l'harmonie du vin. L'œuf est la forme originelle de la vie. Dans un œuf en béton, le vin mûrit différemment. Ses caractéristiques organoleptiques fluctuent constamment au gré des variations de température. Et il se développe de façon plus homogène que dans une barrique, où il y a des aspérités. L'œuf en béton incarne le bonheur d'expérimenter, qui est notre marque de fabrique depuis toujours. Bien sûr, c'est un vin très particulier qui mûrit là-dedans. Mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. Sa soif d'innovation a été récompensée. Le vin Hoch 3 a été salué par la profession dès son premier millésime. Nuremberg est une ville à l'histoire mouvementée. Ralph Arnold est captivé par tout ce qui est invisible au premier regard. Mes parents étaient encore des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale et ils nous ont légué le message que la guerre était une abomination et qu'elle ne devait jamais se reproduire. J'ai moi-même connu la guerre froide. J'habitais juste à côté de la frontière avec la RDA et je voyais les barbelés depuis la fenêtre de ma chambre. Il y avait des mines, des chiens et des gens qui se faisaient tuer en essayant de passer la frontière. C'est depuis cette époque que je suis passionné par le sujet. Ralph Arnold est un spécialiste des souterrains de la ville. Il connaît presque chaque pierre des centaines de galeries creusées dans la roche. Mais aujourd'hui, il s'intéresse à quelque chose d'autre, situé juste sous la gare centrale de Nuremberg. Salut Walter.
Salut Ralph, ça va? Merci d'être venu. J'ai besoin d'informations sur 2 ou 3 choses. On descend dans le bunker? Allons-y. Walter Herbich a conçu et construit l'un des plus grands abris antiatomiques d'Allemagne. Il date des années 70 et n'a jamais servi. L'entrée est totalement indécelable. C'est la fenêtre du garde, pour observer les gens qui se rassemblent devant ces portes. Ça, c'est le pupitre de commande du SAS. C'est l'interrupteur. Faut tourner? Oui, normalement. Dans ce sens-là, non, dans l'autre. Il faut s'imaginer l'abri rempli de gens. Plus de 2000, c'est ça? 2400. Il était prévu qu'il soit là pour 15 jours. Ça, ce sont les banquettes sur lesquelles peuvent s'asseoir 4 personnes. Ça se soulève? Non, ça se rabat. Ah oui. Des banquettes rabattables. 4 personnes restent assises durant 16 heures et ceux du dessus allongés 8 heures. Toutes les 8 heures, ils échangent leur place. Ils permutent. Des ceintures étaient destinées à attacher ceux qui auraient été pris de panique. Le groupe électrogène de secours est le cœur de l'abri. Sans courant, ce ne serait pas possible. Il n'y aurait pas de pompe. C'est un moteur de bateau, ou ça y ressemble. Il y a 16 abris antiatomiques à Nuremberg. Ralph voudrait en ouvrir au moins un au public, dans un but pédagogique. Mais il se heurte au refus des autorités. À côté de la porte rouge, c'est le réservoir de diesel. Avec la quantité de carburant pour tenir 15 jours. Et au bout des 15 jours, c'est terminé. Et si ça tombe en panne? C'est fini. Il n'y a pas de pièces de rechange. Il faut évacuer tout le monde. Gerhard Launer a installé son studio dans une grange à Rottendorf, près de Würzburg. Ale Haïdari, une galeriste iranienne, est venue pour monter avec lui une exposition. J'ai pris cette photo dans le port de Hambourg. J'ai été très étonné de remarquer une croix. Je ne m'attendais pas à voir une croix dans cette zone industrielle. Ale Haïdari s'intéresse particulièrement à ces œuvres abstraites, susceptibles de jeter un pont entre les cultures. Cela me fascine depuis toujours. Certaines structures dans la nature, dans la technique. C'est un réservoir de possibilités extrêmement variées. Dans ma prochaine exposition, j'aimerais présenter ce type de sujet. Ses études de graphisme ont affûté le regard de Gerhard Launer. À l'origine, il avait pourtant une toute autre ambition. J'ai eu la chance d'apprendre la musique au lycée. Je rêvais de devenir violoniste. Malheureusement, j'ai eu un accident à l'âge de 18 ans. Je me suis fait renverser par une voiture. J'ai été blessé à la colonne vertébrale et j'ai perdu une partie de la motricité des doigts. J'ai dû dire adieu à ma carrière de musicien. La musique continue de jouer un rôle essentiel dans ma vie. J'en ai besoin, c'est comme une drogue. Elle vient en contrepoint de ce que j'ai de plus important.
Rétrospectivement, je me dis que finalement c'était une bonne chose. Parce que j'aurais peut-être joué dans un orchestre, mais je n'aurais jamais fait une carrière de soliste. Dans le métier que j'exerce actuellement, je suis totalement indépendant et je peux réaliser tout ce qui me passe par la tête. C'est important, ce sentiment de liberté, d'infini. C'est dans ces moments-là que j'adore voler et que j'ai conscience de faire un métier exceptionnel. Les paysages qui défilent lui inspirent de nouvelles compositions. Il part en Franconie pour trouver un motif atypique. En 2012, l'UNESCO a inscrit sur la liste du patrimoine mondial l'Opéra des Margraves de Bayreuth, joyau d'architecture baroque. Pour cause de restauration, on n'y donne plus de représentation depuis 2009 et il est désormais fermé au public. Mélissa Speckart se lance dans son plus grand chantier à ce jour. Nous voulons réinsuffler de la vie dans ce lieu et nous ferons tout notre possible pour le rénover selon le plan d'origine. Wilhelmine, l'épouse du margrave de Bayreuth, a fait construire ce somptueux théâtre en 1746. Tout était prévu, comme par exemple le hall d'entrée sans fioritures et la petite porte qui conduisait à cette magnifique salle. La mise en scène commençait pratiquement dès l'entrée. La décoration semble entièrement de marbre, d'or et de porcelaine, mais tout est en bois. L'illusion est parfaite. Cette salle est dénaturée par les repeints effectués dans les années 30, qui se sont assombris avec le temps. Si on les enlève, l'endroit retrouvera sa couleur vert clair d'origine. Les repeints doivent être localisés et analysés centimètre par centimètre. C'est comme une enquête policière. On se rapproche de plus en plus de l'objet et on découvre ce qu'il signifie, quelle est son histoire et quel secret il cache. Après 1 an d'analyse, Mélissa a pu établir que la couche picturale d'origine, de style rococo, avait été conservée à 95%. Il faut d'abord nettoyer lentement cette couche. On n'ôte pas les repeints d'un seul coup, mais par petites touches. Et il faut savoir s'arrêter au bon moment. Pour cela, on se fie à la couleur ou on le sent avec l'éponge. Les traces d'utilisation et les altérations nous éclairent sur l'histoire de cet opéra. Elles nous disent qu'on a mangé ici. Nous avons d'ailleurs trouvé des restes de nourriture. Des os de poulet, par exemple. Si, je vous assure. Ça se passait comme ça. On mangeait, on riait, on buvait, on s'amusait, y compris pendant la représentation. L'été bat son plein. La lune croissante a une influence sur les plantes. Si Ludwig Knoll n'avait pas été obligé de reprendre l'exploitation viticole à 18 ans, il aurait fait des études de physique. Depuis qu'il est maître à bord, il a testé différentes méthodes de culture et finalement opté pour la biodynamie. Les vignes s'en portent très bien. Il n'utilise aucun pesticide ou engrais chimique. Il traite ses plantes avec des préparations naturelles en bon adepte d'une viticulture dynamique et durable. Au début, j'étais très sceptique. La biodynamie a un parfum de sorcellerie, d'ésotérisme.
Elle a tout pour déplaire aux scientifiques. Est-il vraiment possible d'utiliser la mémoire de l'eau pour transmettre des informations au sol et aux plantes? La théorie des quanta postule l'existence de différents états d'énergie qui contiennent naturellement des informations. Nous avons testé cette théorie et remarqué que la vitalité du sol ainsi traité est nettement améliorée. Il a une activité microbienne plus importante. On perçoit une joie de vivre plus marquée. Les vignes doivent être taillées au cours de leur croissance. C'est ce que font les trois amis. Un travail difficile en pleine canicule. Ludwig pulvérise non pas un fertilisant, mais une préparation calmante. Pour nous, la vigne est un organisme vivant, pas un vulgaire végétal qui pousse sur un sol anonyme. Un organisme qui réagit comme nous. Bien sûr, la vigne n'est pas sensible à la douleur, mais lorsqu'on coupe une de ses branches, elle sécrète aussitôt des phytohormones. Nous pouvons atténuer ces réactions en lui donnant de la valériane, comme on le ferait à une personne stressée. C'est un produit naturel qui a une action calmante. Si je coupe une branche de vigne et que je vaporise de la valériane, la réaction à la blessure est moins forte que si je ne fais rien. Après cette parcelle, Ludwig doit s'occuper d'autres vignes. Dans le centre-ville de Würzburg, le terrain est moins raide. Notre vigneron peut pulvériser ses préparations à bord d'un véhicule motorisé. Les apprentis adorent monter là-dessus. Moi aussi d'ailleurs. Mais l'intérêt de cet engin, c'est qu'on n'abîme pas les sols. Bon pour les hommes et bon pour les sols pourrait être la devise de Ludwig Knoll. Au début, sa méthode de culture a laissé dubitatif. Depuis, il a fait beaucoup d'émules. C'est un peu compliqué. En tout cas, la municipalité est de notre côté. Elle nous soutient. Entre Ralph Arnold et l'administration, le bras de fer pour ouvrir au public les abris anti-atomiques continue. Sa fille, Julia, fait des études d'histoire. Les scénarios catastrophes de la guerre froide, elle ne les connaît que par les livres. J'ai deux filles. La première avait 1 an quand le mur de Berlin est tombé. Quand je leur parle des barbelés et des miradors, elles ont l'impression d'entendre une histoire de fou. Avec Walter Erpisch, ils vont inspecter un deuxième abri anti-atomique dans le centre-ville de Nuremberg. La jeune génération a grandi dans une Europe pacifique, sans menace de conflit. Ma crainte, c'est qu'on oublie à quel point la guerre est une calamité absolue et qu'elle peut éclater n'importe quand, n'importe où dans le monde. En organisant des visites guidées d'abris anti-atomiques, je veux faire prendre conscience aux jeunes du fléau que la guerre représente pour tous. C'est la fermeture d'urgence. Il ne faut pas oublier que les gens pourraient paniquer en venant ici et trébucher. Ils s'engouffreraient dans l'abri par centaines. Et si quelqu'un tombait, les autres le piétineraient. C'est pour ça qu'il faut pouvoir fermer la porte. Mais si quelqu'un essayait de passer au moment où la porte se referme, il risquerait d'être broyé. D'où ces portes souples aux extrémités un peu molles, qui rebondissent, pour éviter tout risque d'écrasement. Cet abri est resté tel que Walter Erpisch l'a construit dans les années 70.
Si je pouvais amener des élèves des écoles et leur faire passer la nuit ici, sur ces lits superposés, c'est une expérience qui les marquerait à jamais. Cela leur ferait comprendre que lorsqu'une guerre éclate, le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. Lebenswelt futsch, weg. De Nuremberg à Bayreuth, à travers la Suisse franconienne dans le nord de la Bavière. À l'Opéra de Bayreuth, les préparatifs du chantier de rénovation vont bon train. Il durera 5 ans. L'équipe, composée des meilleurs restaurateurs d'Europe, sera dirigée par Melissa Speckart. 20 restaurateurs vont travailler d'arrache-pied. Nous avons constaté que les sections à restaurer diffèrent de l'une à l'autre. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du travail. La prochaine étape va consister à guider et accompagner l'équipe. Une mission importante que j'ai hâte de mener à bien. Même si ce ne sera pas facile. Ce qui est bien d'ailleurs. La scène sera agrandie pour retrouver ses dimensions d'origine. Melissa et son équipe nettoient minutieusement les décors avant de les entreposer ailleurs. Avec d'extrêmes précautions, ils les démontent pièce par pièce en vue de leur transport. Le moindre dégât serait irréparable. Monsieur S., pourriez-vous venir ici et tenir ceci? Monsieur Brunner, vous êtes prêt? Ok. Ok. Ja. Okay. Schön. Gerhard Launer effectue un vol de reconnaissance en Basse-Franconie. Durant le vol, je remarque par exemple un arbre ou bien des champs qui ont une forme intéressante ou inhabituelle. Et j'ai un déclic. Je vois un sujet en bas et je visualise immédiatement la photo que ça donnera. C'est une démarche qui personnellement me fascine. J'espère que le résultat sera à la hauteur et que je pourrai mettre la photo dans mon expo. Le photographe survole un motif qu'il a plusieurs fois repéré sans le photographier. Cette fois, la disposition est parfaite. Ce sont des champs de semences qui se transforment au fil des mois. Cette fois, tout était parfaitement parallèle. Pour prendre cette photo, il a fallu accentuer l'inclinaison latérale de l'avion par rapport à la normale. Il en a résulté des forces agissant sur la portance que j'ai dû contrôler. Je devais éviter de voler trop lentement pour ne pas risquer le décrochage. Dans ce cas de figure, il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte simultanément. Si je les avais négligés, ça aurait pu devenir dangereux. Ralph Arnold a obtenu l'autorisation pour un soir de montrer l'abri anti-atomique situé sous la gare de Nuremberg à des adolescents. Il est impatient d'entendre leur réaction.
Les élèves ont eu des cours sur la guerre froide, mais ils sont loin de se douter de ce qui les attend ici. Le spectre d'une guerre nucléaire les impressionne fortement. Il y a des fenêtres à l'entrée pour compter ce qui entre. Lorsque l'abri est plein, on ferme. Les gens dehors peuvent tambouriner sur les portes, plus personne n'entre. Essayez de vous imaginer la scène. Vous vous promenez dans le coin, vous entendez les sirènes, vous vous réfugiez ici, mais sans vos parents, ni vos frères et sœurs. Vous êtes tout seul. Là derrière, ce sont les toilettes. Il y a un WC et un lavabo pour 50 personnes. J'ignorais totalement que ce genre d'endroit existait, où il faudrait rester 15 jours. Je croyais qu'en cas d'explosion nucléaire, tout disparaissait. Il y a des réserves pour 15 jours. Cela va des petits pots et des couches pour bébés, aux serviettes hygiéniques et aux sacs mortuaires. Si quelqu'un meurt, on met son cadavre dans un sac en plastique avec de la chaux et on le laisse dans l'antichambre. J'espère qu'il y a aussi des vêtements. Si tu entres avec juste un t-shirt, tu dois te geler la nuit. Prenez votre couverture, nous allons dans les dortoirs. Tous les élèves vont se prêter à une expérience insolite. Je vais éteindre la lumière. Essayez d'imaginer que ce serait la première des 15 nuits, au cas où. Bonne nuit. Les élèves ont passé 4 heures dans le bunker et ont eu le temps de réfléchir. Ils sont 17 et se connaissent tous. En cas de véritable conflit, ce sont 2400 personnes qui se seraient entassées sur les lits de camp. Je rallume la lumière. Je vais vous libérer maintenant. Nous n'avons pas l'autorisation de passer toute la nuit ici. Mais je suis sûr que cette expérience vous trottera longtemps dans la tête. J'ai trouvé ça très intéressant. À mon avis, il faut montrer ces abris, au lieu de les laisser à l'abandon. Ce que j'ai vécu ce soir avec ces jeunes a confirmé mon opinion. Ralph Arnold va continuer sa croisade et tenter de faire céder les autorités. L'abri nous rappelle qu'en cas de guerre, tout le monde est perdant. La paix et la liberté, c'est bien joli, mais on peut toujours tendre vers elle un peu plus. Je voudrais vivre dans un pays où l'on s'en approche le plus possible. C'est sans pareil, se serait exclamée une dame de la cour en déambulant dans cette étrange rocaille. Wilhelmine fit aménager ce parc en même temps que l'opéra de Bayreuth. Comme elle, Mélissa adore cet endroit. D'un côté, Wilhelmine aimait beaucoup le faste. De l'autre, elle avait besoin d'un lieu où se retirer pour composer et écrire des poèmes. Ce qui reflète bien notre besoin des deux extrêmes.
Le style de l'opéra et celui du parc ne sont pas du tout contradictoires. D'un côté, un édifice somptueux, de l'autre, une retraite enchantée, laissée à l'état de nature. Grâce aux travaux de restauration, le public pourra apprécier ce théâtre tel qu'il était au XVIIIe siècle, avec la scène agrandie et les toiles peintes d'origine, remarquablement conservées. C'est une bonne chose que ce lieu retrouve la fonction qui était la sienne autrefois. L'opéra est méconnaissable. Environ 2400 mètres carrés de surface peinte, datant du milieu du XVIIIe siècle, doivent être restaurés. Il y a des choses qui peuvent ne pas se voir au premier regard, mais rien n'échappe à l'œil d'un expert. Il est capable d'estimer le travail qu'il y a à faire. Je voudrais découvrir les structures, comment ces décors ont été peints, comment on a créé cette illusion. La restauration devrait se poursuivre jusqu'en 2016. J'adorerais assister à une des premières représentations et me retrouver plongée au XVIIIe siècle. C'est un puzzle que nous sommes en train d'assembler pour que le public puisse profiter pleinement de ce lieu historique. Dans les vignes autour de Würzburg, c'est l'automne et le temps des vendanges. La météo est favorable. Ludwig Knoll s'est levé à l'aube pour préparer l'œuf en béton en vue de la nouvelle récolte. Tu es prêt, Tom? Je branche. Oui, tu peux y aller. C'est parti. Le vin Hordrei change de cuve. Si je cherchais à tout prix à occuper telle ou telle niche commerciale, je le ferais à reculons, pour répondre à une demande de l'extérieur. Alors que si j'essaye de faire ce que je veux vraiment et que je concrétise ma passion, j'obtiens un produit plus sincère et plus authentique. J'ai connu mes premiers succès. Je n'ai plus qu'à continuer sur cette voie, la voie de l'excellence. Parfait. Tu peux fermer. Sur les coteaux calcaires, les vendangeurs sont à pied d'œuvre. Le sol pierreux emmagasine la chaleur. Les cèpes s'enracinent profondément dans la roche pour y puiser les minéraux dont ils ont besoin. Des conditions idéales pour un grand vin. Ludwig, Stefan et Joe, tous sont là pour vendanger leurs parcelles, aidés par la famille. Vincenz, goûte pour voir. Si tu peux manger les pépins sans que ce soit amer, C'est du Ludwig Knoll. c'est que c'est un bon millésime. Le millésime 2012 est excellent. C'est rare les années où tout se déroule aussi parfaitement. En même temps, quand on possède un vignoble bien situé, cultivé sur un terroir qu'on ne trouve plus ailleurs en Franconie, et qu'on est vigneron par passion, c'est difficile de se rater. Les amis de Ludwig ne se doutaient pas de la somme de travail que représentent les vendanges dans ce vignoble de l'extrême. Mais ils sont amplement récompensés. C'est aussi un succès à titre personnel. Nous avons revalorisé un vignoble, nous avons sauvé et fait revivre un pan du patrimoine régional.
Mais il sait rester modeste. Ce n'est pas un vin parfait. D'ailleurs, je crois que le vin parfait n'existe pas, il serait trop anonyme. Notre vin est doté d'une identité extrêmement forte. La nôtre et celle du terroir. Nous avons fabriqué un vin qui va même se bonifier en vieillissant. Ce n'est pas un vin ordinaire, c'est un très grand vin. À la santé du Hochtrei. L'exposition de Gerhard Launer ouvrira ses portes dans quelques heures. Le photographe est impatient de voir les réactions du public. Ce serait fantastique si je parvenais à montrer aux spectateurs, grâce à une nouvelle perspective, des choses qu'ils ne connaissaient pas et qui l'impressionneront peut-être autant que moi, et qui le rendront curieux. Another Perspective. Une autre perspective. C'est d'ailleurs le titre de l'exposition. La photo des champs de semences y est accrochée. Les tons et la composition évoquent pour la galeriste un motif oriental. Je voudrais que mes photos mettent le spectateur dans un état d'esprit positif. Des vues étonnantes, inconnues et pourtant familières. Le monde vu du ciel n'en finit pas de captiver Gerhard Launer et les autres. Ce qui me fascine véritablement après 40 ans passés à faire ce métier, c'est de continuer à découvrir des choses qui existent en Allemagne et dont je n'avais pas conscience jusque-là.